Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook. Alors, aujourd'hui, on va parler politique, on va parler femmes, on va parler de combat, notamment les violences basées sur le genre, et on va parler même association. Ah oui, vous l'avez deviné, on va recevoir une dame, et une dame qui nous vient de l'extrême nord, ce qu'on appelle souvent le bec de canard du Cameroun. Vous savez, le Cameroun, des fois, a été qualifié d'Afrique en miniature, certes, mais ça a aussi des dénominations. Le bec de canard, on parle justement du département du Mayo Danaï. Ah oui, elle est sénateur. Cette dame, on va l'accueillir aujourd'hui. Elle va nous parler de ses activités, de la chambre haute et puis ce pourquoi elle est là aussi ce soir et aussi à Yaoundé. Parler aussi, n'est-ce pas, de son quotidien et puis son parcours. Sans plus tarder, on va prendre la première phase. La politique régit nos sociétés, la politique nous amène à penser, à réagir et peut-être aussi à construire de nouvelles dynamiques, notamment en construisant la cité. Sans la politique, peut-être l'homme n'aurait pas la pensée. La pensée est-elle positive, négative? Néanmoins, ce qui en résulte, c'est la démocratie. Quand on parle de démocratie, bien évidemment, on parle du RDPC, ce parti qui, quelque part, a apporté un peu à son rythme la démocratie. Et avec ça, on a eu notamment beaucoup d'élus, beaucoup de députés et puis et la Chambre haute, la Chambre basse, mais néanmoins, on parle aujourd'hui des femmes, les femmes qui se démarquent, notamment dans le milieu politique. C'est vrai qu'au Cameroun, n'est-ce pas, le quota peut-être n'est pas même d'être cité dans ce domaine de politique où on parle peut-être de femmes qui, quelque part, s'essayent encore ou bien peut-être le pas, elles n'y vont pas gracieusement. Alors aujourd'hui, on va recevoir une dame, elle nous vient bien entendu de l'extrême nord. Ce n'est autre que la sénatrice, Madame Dorothée Angéline Ouaidéré, épouse Bingela. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur Info Télévision. C'est un privilège C'est pour une moi première d'être ici ici. de recevoir une dame sénatrice, parce qu'il faut le dire aussi. On dit souvent sénateur, mais ce soir, on va vous appeler sénatrice. C'est pas du féminisme, mais quelque part, c'est un peu l'égalité. Alors, comment est-ce que vous êtes, vous pensez, n'est-ce pas, étant sénateur, qu'est-ce que vous pensez à mener, n'est-ce pas, à la femme aujourd'hui en tant que sénatrice? Permettez-moi de dire bonsoir à nos chers téléspectateurs Mhm, qui sont nombreux à nous suivre là en mhm. ce moment. Je les salue et les remercie en même temps du temps qu'ils nous réservent Mm, pour nous écouter. Voilà, pour revenir à votre question, mm. qui était? Oui, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, du fait qu'une femme soit sénateur à l'extrême nord, quand on sait que la femme aujourd'hui en politique n'est pas assez représentative et puis il y a justement ce blocage, cette barrière entre la politique, la femme, la famille, la religion et même la tradition. Il ne peut pas y avoir de surprise aujourd'hui quand on sait que depuis 2013, où le Sénat a ouvert ses portes au Cameroun, Mm, les femmes ont siégé. Elles n'étaient certes pas assez nombreuses, le quota n'était pas grand, mhm. mais au fur et à mesure que les mandats se succèdent, aujourd'hui, on est à au-delà de 30 femmes. Je crois que on peut dire que c'est une bonne chose et c'est ouvert aux femmes aussi d'être au Sénat. Oui, c'est vrai qu'on a commencé l'émission. Il aurait peut-être mieux valu aussi qu'on vous présente. On sait quand même que c'est moi qui l'ai peut-être dit, mais peut-être mieux vous allez mieux les expliquer. Vous venez de l'extrême nord, vous avez grandi là-bas, et puis peut-être il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'extrême nord. Parlez-nous un peu du bec de canard. Je suis originaire du Mayo Danaï. Mm, Le Mayo Danaï, c'est un département qui est situé justement au bec du canal. Lorsque vous avez la carte du Cameroun, ça se dessine très vite quand on dit bec, comme l'extrême nord a la forme mhm, d'un bec. Voilà, le Mayo Danaï est localisé exactement dans ce secteur-là, cette zone-là. mhm, Je suis Massa. mhm, Je suis Massa des deux parents. Et heureusement, de père fonctionnaire, j'ai sillonné un peu le Cameroun. mhm, Je suis née à l'est du Cameroun, mhm, particulièrement à Batouri. mhm. Et nous avons nous avons connu et touché du doigt un peu les réalités de quelques zones du Cameroun. Mm. Et c'est vrai, nous avons mis assez de temps dans le Mayo Danaï. Et aujourd'hui, nous portons la voix de ce département et nous en sommes très, très fiers.
Oui, le maillot d'Anaï, ce peuple fier, le peuple Massa, l'homme par excellence, qu'on aime souvent le citer communément. Alors, on va parler du Sénat aujourd'hui. On peut le dire aujourd'hui, le Sénat, le rôle du Sénat est d'examiner à fond les lois et les voter et contrôler l'action du gouvernement. Mais à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes, des départements et des régions, ce qu'on appelle aujourd'hui les CTD, les collectivités territoriales décentralisées. Alors aujourd'hui, certes, le Sénat est représentatif. Il y a beaucoup de personnes et des questions qui reviennent tout le temps. À quoi sert le Sénat? Même avant l'émission, on avait toujours des questionnements. À quoi sert le Sénat? Est-ce que vous pourriez dire à votre invité de nous expliquer un peu mieux? Est-ce que le Sénat, c'est une forme d'Assemblée nationale, un peu un calque? C'est quoi exactement le Sénat, selon peut-être votre regard? Nous savons que le Cameroun a deux chambres. Il y a la chambre basse qui est l'Assemblée nationale et puis la chambre haute qui est le Sénat. Chacune jouant son rôle. Le Sénat, comme vous l'avez déjà évoqué, s'occupe des collectivités décentralisées, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire les communes et les régions. Voilà. Donc, le Sénat, les sénateurs portent la voix des communes, porte la voix des régions. Voilà, pour dire tout court. D'accord. Alors aujourd'hui, vous vous sentez fière en tant que femme sénatrice provenant de l'extrême nord. C'est quand même quelque part aussi une première d'avoir l'ascension des femmes autant après plusieurs années. Oui, on ne peut être que fier. Je suis fière d'être arrivé à ce stade-là, quand on sait que cheminer pour arriver jusque-là, c'est chose pas facile. C'est le parcours du combattant, j'aime bien à le dire. Il faut mettre des petits pas chaque jour, et des petits pas qui sont très lourds à effectuer. Mais quand on arrive à ce niveau où je suis aujourd'hui, je ne peux être que fière, je ne peux être qu'heureuse. Voilà. On vous sent quand même assez enjoué. Alors, on va parler du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dont vous faites partie. Et puis, ce parti quand même qui a eu justement, qui a mis la main basse quand même au sénatorial. On vous sent aujourd'hui quand même assez régaillardi avec justement cette élection qui s'est quand même assez bien déroulée avec Elecam. Alors aujourd'hui, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en politique et pourquoi avoir choisi le RDPC? Qu'est-ce qui m'a poussé à entrer en politique? C'est très simple. De tous les temps, depuis que on parle de la femme, depuis qu'on parle de promotion de la femme, on s'est bien rendu compte que c'est de manière unilatérale. Tous les domaines ne sont pas concernés, surtout pas le domaine politique. Les femmes crient dans leur foyer, les femmes crient dans leur travail, les femmes crient, mais on n'a pas entendu les femmes se donner vraiment pour pouvoir donner du temps ou bien donner de la voix dans le domaine politique. Et là, ça m'a un peu intriguée. Je me suis dit, mais si nous ne nous retrouvons pas dans la sphère où les décisions sont normalement prises en faveur de la femme, ou alors pour la promotion de cette femme-là, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être là à la maison à regarder? À quoi ça sert de tambouriner et dire que égalité, 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 alors que on ne peut pas se retrouver exactement dans le cadre où il est déterminant ou alors où il est indiqué. Il est indiqué de se faire entendre. Et se faire entendre, c'est justement en politique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas y aller? Sur le plan social, on a travaillé, on a œuvré, on a manœuvré, on a fait tout ce qu'on a pu faire, mais on se rend compte que la situation de la femme progresse à pas de tortue. Ça n'évolue pas. Et si toutes les femmes pouvaient se lever comme une seule personne et aller exactement là où il est indiqué pour elles, le cadre approprié pour se faire entendre, on gagnerait plus. Je me suis dit qu'il faut que j'y aille. J'ai commencé à faire mes premiers pas comme sympathisante. C'était en quelle année? En 97. Et là, c'était à Garoua.
Avec eux? À Garoua, c'était à Garoua, d'accord, oui, oui. ok. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers pas à Garoua. Je suivais tout simplement des voisines qui allaient, j'allais comme sympathisante. Mais petit à petit, la graine a commencé à prendre et je me retrouve à Yagua, où j'ai encore observé un bon bout. Et un bon matin, grâce à Madame Sidikam, l'honorable Sidikam, qui nous a encouragés, je me suis dit, il faut se jeter à l'eau. Je me suis jetée à l'eau, silencieusement. J'observais, j'écoutais, j'étudiais beaucoup. Je voyais les gens faire et je prenais mes petits pas, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. Alors, on peut dire que les femmes arrivent en politique à l'extrême nord en progression. C'est par progression ou bien c'est par manque de volonté? Vous pouvez répéter un peu la question? Est-ce que les femmes arrivent en politique à l'extrême, dans la région de l'extrême nord, avec un système progressif ou bien c'est par manque de volonté qu'on ne retrouve pas autant de femmes? On peut dire d'emblée, hein, de manière générale, qu'il y a un manque de volonté criard, quand même. Le manque de volonté est là, et puis l'ignorance surtout. Et puis nous évoluons dans un système qui ne nous permet pas de nous épanouir aussi facilement qu'on le voudrait. Parce qu'on a reçu une certaine éducation qui ne nous pousse pas à aller au dehors. Parce que faire de la politique, c'est sortir. C'est sortir de son cadre familial, c'est sortir de sa bulle, c'est oser, c'est faire beaucoup de sacrifices. Ce qui fait que nous, on a une culture qui nous garde à la maison, qui nous pousse plutôt à être réservés. Parce que la femme du Nord, elle est réservée. Tout à fait. Bon, on dit souvent la femme du Nord, elle est soumise. Elle est, oui, soumise, beaucoup plus réservée, beaucoup plus réservée. Et elle ne se lève pas comme ça, comme sous d'autres cieux. Elle n'est pas pressée. Et elle est... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais il y a tous ces paramètres-là qui ne permettent pas à la femme de s'engager très vite dans le Nord. Et donc, quand une veut prendre déjà son pied et aller sur ce chemin-là, elle doit être accompagnée ou alors elle doit être déterminée. Sinon, ça ne marche pas. Alors, on va prendre déjà quelques réactions qui commencent à arriver. On a une réaction. Qu'est-ce que la sénatrice prévoit faire pour l'emploi jeune dans le Mayo d'Anaï? Docteur Van Veidi, Université de Marois. J'ai toujours œuvré en faveur de la jeunesse. Et quand je dis la jeunesse, je pense à nos jeunes garçons, je pense à nos jeunes filles, mais particulièrement, je me suis lancée dans la protection de la fille, l'éducation de la fille, et là, ça fait déjà plus de 20 ans. Aujourd'hui, si je suis ici, je ne peux que continuer sur cette dynamique-là que j'ai commencé depuis 2016. Et donc, les jeunes, c'est mon fardeau. Les jeunes, c'est ma mission. Et qu'est-ce que je compte faire? Les jeunes, ils se plaignent de quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Il n'y a pas d'emploi. L'école est difficile parce que parfois la famille n'offre pas les meilleures possibilités pour aller plus loin. Les jeunes, les filles, surtout nos jeunes filles, ne vont pas plus loin que le CM2, hein, généralement. Et ça, c'est à un pourcentage très élevé. On me dira qu'il y a beaucoup d'universitaires. Mais allez dans l'arrière-pays, vous verrez. Vous verrez, sur 10 filles, 7 vont s'arrêter au niveau du CM2 et 3 vont continuer. Vous voyez? Et donc ça, c'est mon combat. Améliorer cette situation-là, qui jusqu'à aujourd'hui stagne encore, et l'éducation de la fille qui est encore hypothétique dans notre Alors, région. il est temps peut-être de parler aussi de votre association, APEF, qui est l'association pour la promotion de l'éducation et de l'encadrement des filles et femmes de la vallée du Logone. On sait que vous travaillez dans 5 arrondissements et notamment au Tchad aussi, il faut le rappeler. Alors, quel est le travail que vous abattez au quotidien avec cette association? Oui, l'association a plusieurs objectifs et classés par catégorie, nous dirons qu'on s'occupe plus du volet éducation et du volet encadrement. Quand je parle d'encadrement, je vois la prise en charge des filles qui sont victimes de violences, victimes d'abus, victimes de tout ce qui n'est pas supportable.
Et je parle là des mariages précoces, je parle là des mariages forcés, je parle des harcèlements en milieu scolaire, je parle de viols, je parle bref, nous nous occupons de la jeune fille et nous portons sur nous de l'accompagner au quotidien. Parce que la jeune fille, sa vie n'est pas facile. Sa vie n'est pas facile, contrairement aux garçons qui a tous les privilèges. Voilà, qui a tous les privilèges au niveau familial. Alors que à la fille, il lui revient de se battre pour pouvoir se faire entendre. Alors, on sait que vous avez travaillé en collaboration avec ALVF, Association de lutte contre les violences faites aux femmes, durant plusieurs années avec Madame Aïssa Doumara. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de l'avancement peut-être des préjugés? Et peut-être aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les femmes à l'extrême nord s'expriment mieux et peut-être peuvent déjà dénoncer? Oui, c'était pour qu'on en arrive à mener les femmes à comprendre que leur survie leur incombe. Il a fallu beaucoup de travail sur le terrain. Beaucoup de travail sur le terrain pour que les mentalités puissent être un peu touchées, pour que les mentalités puissent même changer, pour que des femmes arrivent à prendre des décisions et, comme vous l'avez dit, arrivent à dénoncer tous les maux qu'elles subissent tous les jours dans leur vie. Nous avons travaillé avec ALVF, vous l'avez dit, vous l'avez signalé. Et là, sur plusieurs années, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des avancées et des résultats sont palpables. Aujourd'hui, c'est même les hommes qui protègent leurs enfants, qui arrivent même à dénoncer. Moi, je peux prendre des exemples des papas qui arrivent à mon niveau parce qu'on a enlevé leur enfant et qui requièrent le secours de l'association pour résoudre le problème. Là, c'est une grande avancée. Déjà, si les hommes s'intéressent déjà aussi au problème des femmes. Alors, il y a une réaction. Bonsoir, quelles ont été les motivations de Madame la sénatrice pour son adhésion au sein du RDPC démocratique, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Boris, depuis Yaoundé? Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà répondu aussi. Oui, j'ai déjà répondu. D'accord. Alors aujourd'hui, on sait que vous travaillez avec la PEF, vous travaillez dans 5 arrondissements, avec le Tchad. Est-ce que vous avez d'autres associations avec lesquelles vous collaborez aussi? Est-ce que ce n'est que ALVF avec lesquelles vous avez travaillé? Non, nous travaillons avec plusieurs autres associations qui font dans d'autres domaines aussi, notamment le partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Nous collaborons avec le ministère de la Jeunesse qui fait un peu dans le même champ que nous, et les associations des veuves, les associations des jeunes, bref, lorsque nous sommes interpellés, lorsque nous sommes sollicités quelque part, nous n'hésitons pas à donner notre expertise autour de nous. Voilà. On va prendre les réactions qui continuent, qui commencent à arriver. Humble, charismatique, votre invité, fervente défenseur de la femme malgré les préjugés culturels. Comment la sénatrice entend concilier son rôle de au Sénat et son association à PEF, Soulé Chaltouan? C'est assez évident que mon combat reste la jeune fille, mon combat reste la femme. Et donc, ça ne va pas changer. Peut-être ça va aller en s'améliorant. Je mettrai peut-être assez de temps, je mettrai peut-être assez d'énergie et assez de ressources pour que les objectifs que nous nous fixons dans l'association soient atteints. Vous savez, gérer une association, ce n'est pas chose facile lorsque on n'a pas la facilité d'accéder au financement. Et lorsqu'on travaille avec ses fonds propres, ce n'est pas du tout facile, et donc parfois les objectifs sur des années ne sont pas totalement atteints. Et aujourd'hui, si nous avons la possibilité de nous faire entendre quelque part et de chercher peut-être dans les meilleurs couloirs pour que on nous épaule dans ce domaine-là, je crois qu'on ne va pas hésiter. Et donc, je garde espoir que la conciliation entre mon travail de sénateur et mon travail de coordinatrice d'association, ça ne pourra que s'améliorer, ça ne pourra que trouver une sorte
je ne sais pas comment je peux appeler ça. Une sorte d'ouverture peut-être justement pour avoir justement un bon acquis, notamment pour voilà, le développement de la région aussi. voilà, effectivement. Belle prestance, Madame la sénatrice Darline depuis Garoua. Là, c'est des félicitations. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Bonsoir, l'extrême nord a un retard en tout. Leur quotidien, c'est dormir toute la journée, la prostitution, manque de respect, ne savent pas cuisiner. Alain Mawissa de Guidère. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont aussi un peu fâchés, mais néanmoins, vous êtes là pour répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des téléspectateurs. Peut-être nous sommes un peu plus fâchés qu'eux parce qu'on observe autour de nous et on se rend compte que la dépravation, elle est en train de prendre pied. Et ça frustre. Et surtout, ça frustre encore plus lorsque on n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire face à toutes cette perte en vitesse, je ne sais pas, de nos bonnes mœurs que nous avions Oui, à l'époque. effectivement. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile de voir une jeune fille qui écoute ses parents. S'adonner, par exemple, à la cuisine, comme l'a dit ce téléspectateur, s'asseoir auprès de sa mère, de ses parents pour apprendre. Ça choque de voir tout ça. Ça choque de voir aujourd'hui la jeunesse vouloir aller plus vite que nous autres qui les avons mis au monde. Ça choque et c'est le monde qui a évolué ainsi. Maintenant, il faut simplement recadrer les choses et il faut les moyens pour pouvoir le faire parce que ça prend déjà des tournures un peu inquiétantes et si des associations peuvent naître de terre un peu plus tous les jours et prendre à bras le corps chaque aspect que nous déplorons aujourd'hui, on s'en sortira. Donc nous exhortons des gens à penser par exemple à des associations de formation en art culinaire, des associations en développement personnel, des associations. Bref, il faut que des associations dans tous les domaines naissent de terre et pour pouvoir encadrer cette jeunesse-là qui aujourd'hui est un peu perdue. Alors, on va prendre encore des réactions. À entendre la sénatrice, elle porte tous ses projets pour les filles. Ne pense-t-elle pas aussi à ces hommes qui sont victimes d'harcèlement des filles? Bon, voilà. C'est assez curieux, mais moi, je reçois tout le monde. Ça va peut-être vous surprendre. Je reçois même des gens qui viennent me dire qu'ils ont perdu leur vache par-ci. Des gens, des papas qui viennent me dire que leurs garçons ne les écoutent pas. Mon enfant a fait ci, mon enfant a fait ça. Je m'occupe de tout le monde, mais ma priorité, c'est la jeune fille. Je m'occupe de tout le monde, j'accueille tout le monde. Il faudrait que les téléspectateurs le sachent. Voilà. Bonsoir Odile. Que compte apporter la sénatrice de plus concret au maillot d'Anaï? Pourquoi ne disent pas qu'elle est allée applaudir comme les autres? Charles de Kaélé. Voilà, le Sénat a une mission. Il faut que tout le monde le sache. Et nous allons également travailler. M'attendre à des applaudissements, ça, je sais que ce sera difficile. Mais je mettrai tout ce que je pourrai, toutes les compétences que j'ai en mon pouvoir pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est donner le meilleur de moi-même. Je ne peux pas promettre ici de résoudre tous les problèmes puisque avant moi, il y a eu des gens et après moi, il y en aura. Et donc, moi, je ferai dans le cadre du montant qui me sera imparti et les moyens qui seront mis à ma disposition, je ferai ce que je peux, mais il faut qu'on sache que le sénateur, il a un travail bien cadré et je veux m'en tenir à ce travail bien cadré. Ouais, l'émission étant interactive, on se doit aussi de lire les réactions, n'est-ce pas, des téléspectateurs. Alors, il y a un autre ici. Qu'est-ce qui vous a motivé à déposer votre candidature pour les sénatoriales de cette année? Benguela Sheila. Oui, qu'est-ce qui m'a motivé? Bon, lorsqu'on voudrait participer activement au développement de sa société, on ne s'abstient pas de s'engager sur un chemin qui peut nous permettre de le faire. Alors si je suis allée déposer ces dossiers, c'est justement parce que je me dis peut-être une opportunité pour moi
me faire entendre, une opportunité pour moi d'apporter encore un peu plus à ma société. Voilà les seules raisons qui m'ont poussé à m'engager sur cette voie. Voilà. Quel programme avez-vous pour les femmes et les jeunes filles en tant que sénatrice? Azao Xavier depuis Garoua. Ah, mes enfants, ils sont pressés. Ils sont pressés. J'ai l'impression qu'ils attendent beaucoup de Madame le sénateur que je suis. Je reviens encore à dire que je ferai ce que il me permettra, il me sera possible de faire. Ça viendra, ça viendra tout doucement. Et dans l'espace et dans le temps, comme on dit, les choses vont se mettre en place par elles-mêmes. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer parce que l'avenir est là devant moi et je vais y aller tout doucement et sereinement et on va arriver à un résultat. Alors, est-ce que Madame la sénatrice a un projet pour les artistes qui ont les projets enfuis dans plusieurs tiroirs des administrations sans suite depuis plusieurs années, just dissous depuis Yagua? Donc là, vous avez toutes les préoccupations qui arrivent au fur et à mesure. Je donnerai la même réponse, hein, donc ça viendra et on verra dans quelle mesure on peut également apporter un coup de main aux artistes. Voilà. On a aussi Monsieur Stéphane Lawa. Comment la sénatrice entend accompagner le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans sa politique du vivre ensemble dans le maillot d'Anaï? Comment accompagner le chef de l'État? Ça, c'est notre préoccupation première en tant que parlementaire. La politique de l'État, elle est toute tracée. Et comment le faire? Ça veut dire que lorsque nous avons en charge toute une communauté, il est tout à fait normal que l'implémentation de cette politique-là, qui nous vient d'en haut, soit visible sur le terrain. Il faut faire autant que possible, jouer le rôle de rassembleur, jouer le rôle de formateur, jouer le rôle de guide, jouer mettre à profit toutes ces compétences-là, mettre à profit tous ces engagements, ce dévouement pour pouvoir faire refléter la politique de l'État qui est d'asseoir ce climat de paix, de développement dans toutes les sociétés du Cameroun, dans tout le Cameroun en général. Et donc, c'est un devoir pour nous d'œuvrer aux côtés du chef de l'État qui nous a fait confiance et qui nous envoie aujourd'hui dans cette chambre haute. D'accord. La consommation des produits dopants et des boissons frelatées est la principale cause de la perdition des jeunes du maillot d'Anaï. Que compte faire Madame la sénatrice pour éradiquer ce phénomène? Inakissia Germain de Gaoundéré. Bien heureusement, il y a eu c'est un arrêté oui, du ministère du Commerce et des Mines aussi, oui. Voilà déjà un début de réponse. Oui. Et nous allons également accompagner les autorités administratives et tous les services compétents en la matière pour pouvoir permettre que de manière pratique, que ce soit visible, la régression de la consommation de ces alcools-là qui tuent aujourd'hui notre société. Et surtout dans le maillot d'Anaï, il faut le rappeler. Surtout dans le maillot d'Anaï, où l'oisiveté entre en jeu, la déperdition scolaire entre en jeu, la pauvreté qui entre en jeu, et tout ça qui amène les enfants qui ne savent où aller, qui se retrouvent à consommer, soi-disant pour un peu, comment ils appellent ça, calmer leur douleur, calmer leur chagrin. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudra donc faire? Ça veut dire qu'il faudra mettre sur pied des programmes de développement, des programmes de formation pour pouvoir jouer de manière pratique, amener ces enfants-là à prendre
un autre chemin à être réorienté ou Mais est-ce alors... que peut-être il ne faudrait pas avoir des causeries éducatives, sensibiliser, travailler avec des radios communautaires, se rapprocher d'eux de manière quand même assez subtile aussi, parce qu'il y a peut-être le rejet, il y a peut-être la peur aussi de certains de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer. Sur le terrain, le Ouais. travail est en train d'être fait. Et ceci, comme je l'ai dit, par les services compétents, les séances de sensibilisation, les programmes de sensibilisation et les ONG qui sont là et l'État qui travaille. Vous savez, lorsque le mal est déjà très ancré, il est difficile de le déloger comme ça. Ça va se faire progressivement. Moi, je me dis que gardons espoir. Avec cet arrêté, les choses iront pour le mieux pour nos enfants et ils pourront s'en sortir. Le digital étant une grande partie, n'est-ce pas, de la communication et puis une grande partie d'échange avec la jeunesse et peut-être les communautés. Alors on aura les questions des internautes avec Nadège Joguin qui viendra exprimer un peu le ressenti de la jeunesse, le ressenti des gars du Mayo Danaï et le ressenti aussi des communautés camerounaises, notamment face à la sénatrice qui aujourd'hui apporte un nouveau souffle, une nouvelle ère avec ce côté peut-être féminin, féministe et peut-être ce côté aussi combattante qui viendra nous parler de peut-être des préoccupations des internautes. Eh bien, vous faites bien d'être connecté sur Info Télévision. Votre fidélité nous honore. Bienvenue à cette rubrique consacrée aux questions des internautes. Je suis en compagnie de Angéline Dorothée Binguela. Elle est sénatrice dans le Mayo Danaï. C'est du côté de l'extrême nord. Bonsoir, Madame Binguela. Bonsoir, Madame. Bienvenue chez nous, chez vous. Comment vous allez? Je vais bien. Et le travail au Sénat, comment ça se passe? Oui, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Très bien. Ok, vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. Bien évidemment, appréciez certaines questions. D'accord. Alors, êtes-vous pour ou contre le cumul de fonctions? Pour ou contre? Non. Non? C'est-à-dire? Vous avez dit pour ou Ou contre? contre le cumul de fonctions? Je suis contre. Contre le cumul Oui. de fonctions. Pour ou contre la longévité au pouvoir? Donc, je n'ai pas d'autre choix que de dire pour. Vous pouvez pour également ou apprécier. contre. Ah, je peux apprécier. Voilà. Ça dépend si quelqu'un se retrouve au pouvoir et apporte ce qu'il faut à son environnement. Moi, je ne vois pas pourquoi il doit partir. C'est tout à fait normal qu'il continue à travailler tant qu'il a des choses à donner, tant qu'il a du bon à donner, qu'il reste là. Existe-t-il une véritable opposition politique au Cameroun? Bien sûr. Bien sûr qu'il existe une véritable opposition au Cameroun. La multitude de partis politiques, c'est une preuve palpable que la démocratie au On Cameroun... peut avoir un exemple de partis politiques Il y en a d'opposition? beaucoup. Il y a l'ANDP, il y a l'UNDP, il y a le MDR, il y a le MRC, il y a beaucoup de partis politiques au Cameroun. Que pensez-vous de la double nationalité? La double nationalité, elle peut être utile par moment. Elle peut être utile par moment. D'accord. Quelle relation entretenez-vous avec les jeunes du Mayo Danaï? Les jeunes du Mayo Danaï sont mes amis. Tout simplement. Oui, ce sont mes amis, ce sont mes enfants. C'est ma force. Voilà. Il se dit que les élites du Grand Nord ont peur de la relève des jeunes ressortissants. Vrai ou faux? La peur de la relève ça ne vient pas seulement du Nord. Vrai ou faux déjà? Je peux pas dire que c'est vrai, je peux pas non plus dire que c'est faux, mais tout ce que je sais, c'est que c'est des sentiments légitimes. Et que je suis là quelque part et puis la peur de se retrouver au placard, là, ça fait réagir. Et si des gens réagissent... Ça veut dire que vous avez peur de la jeunesse de ce côté-là? Moi, je porte la jeunesse et donc je n'ai pas peur. Je porte la jeunesse et donc je n'ai pas peur. Est-ce que les élites accompagnent les J'ai jeunes? le devoir de former la jeunesse, j'ai le devoir de former la relève. Parce que si tu es quelque part et que tu n'as pas formé des gens, ça veut dire que tu as vécu pour rien, tu es inutile. Or, moi, mon devoir, c'est de former des gens autour de moi et j'en ai formé
plusieurs, et qui vous diront, allez interroger les gens, ils vont vous dire, mais elle, et voilà ce qu'elle m'a appris, voilà ce qu'elle m'a appris, et c'est l'objectif sur lequel je reste toujours. Après moi, il y aura des gens qui vont véritablement être mon reflet, parce que c'est ça, sinon on vit pourquoi? Vivre sans préparer des gens qui viendront après vous, ça ne sert à rien. Les élites accompagnent-elles la jeunesse dans leurs projets? Autant que cela est possible, nous voyons que ça se fait. Oui. La recrudescence des crimes passionnels au Cameroun, quelle est votre appréciation? Je suis choquée. Tous ces derniers temps, nous voyons des vidéos qui circulent et qui montrent tristement que le climat au Cameroun est en train de prendre un véritable coup. On ne sait pas ce qui se passe dans la mentalité des gens, dans la tête des gens, mais ce qui est en train de se passer tous ces derniers temps, c'est très choquant. Et je me demande, il faut véritablement se poser la question et il faut véritablement trouver la solution parce que ça fait peur. Les Camerounais ont-ils encore peur de la mort? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Imaginez-vous quelqu'un qui a vécu longtemps avec son épouse qui prend un couteau pour lui mettre à la gorge. Assassiné. Est-ce que... Je me demande si c'était vraiment un homme normal à ce moment-là. Il faut s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est déjà récurrent. Des viols, des maltraitances, c'est récurrent et il faut vraiment qu'on s'arrête un peu et y réfléchir profondément. Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans mes objectifs, c'est de mon association, c'est de sensibiliser, recadrer toutes ces choses, de tels sujets qui arrivent à mon niveau. Je fais ce qu'il faut faire. La justice est là, les services compétents sont là. Il faut collaborer avec toutes ces entités-là pour pouvoir résoudre le problème. Moi, c'est ce que je fais à mon niveau dans le Mayo Danaï. Oui, et si ça peut être fait ainsi partout, je crois que... Et en ce qui concerne le vol des bébés dans les hôpitaux, comment ça se passe côté de l'extrême nord? Est-ce que vous demandez aux femmes de ne plus aller dans les centres hospitaliers? On ne peut pas faire ça. Sensibiliser. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand on est enceinte, on doit aller accoucher à l'hôpital. C'est tout à fait indiqué. Alors maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est demander au moment d'être prudente, d'être très prudente, de veiller à ce qu'elles entrent et elles ressortent avec leur bébé. Et aussi, peut-être que les infirmières soient aussi un peu plus vigilantes. On ne sait pas qui entre et on ne sait pas qui sort. Donc, il faut être un peu vigilant lorsqu'on reçoit des patientes, par exemple des femmes qui viennent accoucher. Il faut vraiment que le cadre soit sécurisé. Vos ambitions sont-elles uniquement pour le Mayo Danaï ou alors pour je suis sénateur de l'extrême nord. Qui dit sénateur de la République dit sénateur de tout le Cameroun. Donc je suis sénateur de tout le Cameroun. Le vent peut m'amener à l'ouest, je vais aller à l'ouest. Pourquoi pas? C'est mon pays. Le vent peut m'amener au sud, je vais y aller. Tant que le devoir peut m'appeler de ce côté-là, je vais y aller. C'est mon pays, c'est la République. Voilà. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin? L'entrepreneuriat féminin, c'est tout ce qu'on souhaite à chaque femme. L'entrepreneuriat doit être d'abord personnel, parce que lorsque une femme se lève et prend la décision d'être elle-même et de faire quelque chose pour elle-même, je crois qu'elle aura tout gagné. L'entrepreneuriat commence par soi. Et on exhorte toutes les femmes à se prendre en main, ne pas attendre des autres. Commencer par elle-même. Voilà. C'est ça l'entrepreneuriat. Et il est d'abord personnel. Vous voyez, aujourd'hui, on voudrait que chaque femme se dise que moi, je peux. C'est une décision. Chaque femme doit décider d'être. Voilà. C'est qui votre modèle? Mon modèle?
Voilà, j'ai beaucoup aimé Madame Foning, paix à son âme. Une femme très brave, déterminée, perspicace. C'est la femme que j'ai admirée à distance dans le domaine politique. Et plus près de moi, l'honorable Madame Sidikam, qui a été également mon modèle. Voilà. Et que pouvez-vous dire aux femmes du Mayo Danaï qui aspirent à être comme vous? Je leur demande de s'engager, de ne pas avoir peur. Parce que dans ce sillage-là, lorsque tu as peur, tu n'arriveras nulle part. Qu'elles prennent le courage à deux mains, qu'elles se lèvent et qu'elles décident d'aller là où elles veulent aller. Voilà. Et puis pour sortir, une dernière question. Que pensez-vous du mariage forcé des jeunes? Je suis contre le mariage forcé. Je combats le mariage forcé au quotidien. Le mariage, lorsqu'il est forcé, ce n'est plus le mariage. On dit, ne peuvent se marier que deux personnes qui s'aiment. Et quand on va forcer une fille à aller en mariage, on l'envoie où? On l'envoie tout simplement à sa perte. Parce qu'elle ne sera pas heureuse. Et elle souffrira tous les jours que Dieu a créés. Et un parent qui fait ça, c'est un meurtrier pour moi. Parce que tu envoies ton enfant mourir à petit feu. C'est un meurtrier. Et donc le mariage forcé pour moi, il doit être combattu et éradiqué dans ce pays et partout dans le monde. Parce que c'est une pratique très très blessante pour la femme. Oui. Et en tant que femme du côté de l'extrême nord, est-ce que vous êtes écoutée? Est-ce que cette bataille-là vraiment nécessite d'être, je sais pas, d'être vaincue? La bataille, elle est là. Et nous progressons. Nous sommes écoutés. Nous sommes effectivement écoutés. Et c'est des pratiques qui sont là, qui perdurent depuis des lustres. Et qui, c'est une tradition. Oui, c'est une tradition. Pour certaines, dans certaines contrées, c'est une tradition. Et c'est même une forme, c'est une forme de, pour eux, c'est une forme de mariage. Hein. Chez nous, par exemple, il y a ce qu'on appelle le rapt, l'enlèvement. Une fille peut partir de chez elle, elle va au marché. Et au bout du chemin, elle se fait enlever par quelqu'un. Et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'elle est enlevée, l'enfant elle aura beau crier. Il y en a qui vont intervenir, mais d'autres vont dire laissez-la partir, elle est en train d'aller dans une très belle destination. Pourquoi vous vous y opposez? Vous voyez un peu? Donc, pour certains, dans certaines contrées, c'est des pratiques normales. Et pourtant, c'est des pratiques qui n'apportent rien de bon à la vie de la fille qui en est victime. Angéline Dorothée Bingela, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci à vous. La montée des marches de la Chambre haute du Parlement. Du haut de ses 1,75 m, Dorothée Angéline Waidere Bengelna dégage la bonne humeur à son entourage à quelques heures de son entrée officielle au Sénat. Côté vestimentaire, bien évidemment, je veux me mettre dans la tenue de cette femme du Nord, de cette femme du Mayo Danaï, qui porte ce peuple qui doit être reconnu ou alors qui doit être perçu à travers elle. Cela fait plus de 20 ans que Dorothée Angéline Waidere s'est mise au service du développement local. Elle a fait ses premiers pas dans le militantisme au sein du RDPC en 1997. Militante de base puis conseillère municipale, elle est l'actuelle présidente de la sous-section RDPC de Guémé dans le Mayo Danaï. Ses proches parlent d'une dame au grand cœur. J'ai vu cette dame sur le terrain. Cette dame travaillait avec les jeunes, avec les femmes, bref, avec toutes les personnes vulnérables. Un cœur qu'elle devra mettre au service du Sénat. Chez moi, par exemple, j'ai 11 arrondissements. Et en parcourant les 11 arrondissements pendant la campagne, sur la table, on nous a déposé beaucoup de dossiers. On nous a par exemple demandé de faire des routes. On nous a par exemple demandé de construire des salles de classe. Le 14 mai 2023, Dorothée Angéline Waidere Benguela aura 50 ans. Plus qu'un âge d'or, c'est signe de maturité pour siéger au Sénat.
Alors, nous sommes de retour avec Angéline Dorothée Waidere, qui est sénatrice du Mayo Danaï, qui déjà retient l'attention, n'est-ce pas, de ces du ressortissants de l'extrême nord, qui aujourd'hui ne font que nous envoyer leurs préoccupations. Alors, Dorothée Waidere, on sait quand même que vous avez une association, vous travaillez de commun accord avec les jeunes, surtout les jeunes filles, qui est votre créneau. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout le travail abattu sur le terrain, il y a un résultat concret? Oui, je vous ai dit que nous avons commencé en 2006, au moment où parler même de la question de la fille était assez tabou. Et le temps est passé et on est entré sur le terrain, on a fait nos preuves, on a éduqué des populations, on a éduqué des mentalités. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est des personnes qui étaient au départ très réticentes, qui font recours à nous. C'est dire que le travail que nous avons abattu n'était pas... Porte ses fruits déjà. Oui, ce travail porte véritablement ses fruits. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a d'autres personnes qui nous emboîtent le pas, des associations qui naissent et qui font dans le même champ que nous. Et, le cadre s'élargit et ça nous permettra de mieux prendre soin de nos jeunes filles. Alors, on rencontre assez souvent, le problème d'acte de naissance à l'extrême nord. Qu'est-ce que vous avez prévu, n'est-ce pas, pour ce phénomène quand même, qui continue à être récurrent? Parce qu'on retrouve des familles qui n'ont pas d'acte de naissance, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, voilà. Tout à l'heure, dans le reportage, vous parlez d'accès à l'école aux jeunes, à la construction des salles de classe. Il faut quand même qu'avouer que dans cette partie du Nord, dans le Sahel en général, c'est un peu difficile. Il y a des manques de moyens, il y a un manque de volonté aussi, et puis il y a aussi beaucoup plus, on peut parler peut-être d'ignorance de la part des parents, peut-être aussi des communes qui peut-être ne communiquent pas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez apporter en tant que sénatrice? Oui, déjà que moi, je le fais déjà depuis plusieurs années. Nous avons établi pour plusieurs enfants dans plusieurs familles des actes de naissance. Et nous allons continuer à le faire tout simplement. Encore qu'il y a plusieurs organisations qui se sont jetées aussi à l'eau. Et progressivement, cette question est en train d'être... envoyé aux oubliettes parce qu'il y a la sensibilisation aussi des parents qui est en train de prendre de l'ampleur et beaucoup comprennent que lorsque un enfant est né, il lui faut un nom, c'est-à-dire il lui faut une identité et ils leur établissent automatiquement des actes de naissance. Bon, ce qui nous revient aujourd'hui, c'est qu'à l'arrière-pays, les gens comprennent encore mal qu'il faut un acte pour un enfant. Pour eux, c'est pas toutes les femmes qui vont à l'hôpital. C'est celles qui accouchent à la maison restent également comme ça. Ah, il y a encore des femmes qui accouchent à la maison? Oui, bien sûr. Il y en a qui accouchent, j'en ai connu il n'y a même pas un mois. Des femmes qui accouchent à la maison et qui restent tranquillement sans aller déclarer. Oui, déclarer et reste comme ça. Et l'enfant va à l'école. Ce qui est curieux, c'est qu'il va cheminer jusqu'à arriver en classe de CM2. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il faut accéder à faire son passage au secondaire, on se rend compte que l'enfant n'a pas d'acte de naissance. Alors c'est un problème parce que moi je me dis que l'enfant est entré à l'école comment? Il faut également que le regard des chefs d'établissement soit un peu plus pesant sur la question parce que on vient inscrire un enfant qui n'a pas d'acte. C'est pour qu'il aille où? Ah ben voilà, la problématique est posée. Alors on sait aussi que vous avez évolué avec le concept More Women in Politics du professeur Justine Difo. Ça se passe comment à l'extrême nord? Oui, mais nous avons eu la chance d'avoir des contacts avec ce mouvement et nous autres, on a pris de la graine un peu dans ce mouvement et ce qui nous a amené, nous autres également, à sensibiliser nos sœurs, à accéder dans ce cadre qui au départ était réservé. Aujourd'hui, nous avons compris que si on veut véritablement être épanoui, il faut l'être dans tous les domaines, dans tous les aspects. Et
ce mouvement More Women en politique, c'était une aubaine et on l'a saisi. Aujourd'hui, les femmes s'expriment mieux. Oui. Progressivement, ça va. Donc, dans 10 ans ou 20 ans, vous voyez plusieurs femmes bien lancées en politique? Bien sûr, on va continuer le combat, on va continuer la sensibilisation. Je crois que de plus en plus, vous allez voir des femmes s'impliquer dans la politique. Oui, il y a aussi des gens qui disent souvent dans le maillot d'Anaï, beaucoup de femmes vont aussi à l'école. Est-ce que elles poursuivent elles font de longues études? Oui. C'est vrai ouais. pour celles qui sont en ville, pour celles qui ont eu la chance d'avoir des parents éveillés, des parents éduqués, elles en ont profité. Mais combien sont encore à la maison? Combien d'enfants, combien de filles n'ont pas accès à l'école? Combien de filles suspendent les études au niveau du primaire? Combien suspendent au niveau du premier cycle du secondaire? Et combien arrêtent les études au niveau de la terminale, par exemple? Et il y a plusieurs facteurs qui justifient cela. Et comme on l'a déjà évoqué ici, il y a les mariages précoces. Il y a les mariages forcés, il y a des grossesses non désirées, il y a ces enlèvements, il y a la pauvreté. Et tous ces facteurs-là justifient aujourd'hui que plusieurs filles sont encore à la traîne. Il vous suffit de vous tenir là au marché de Yagua un jeudi. Pour voir tout ce... Il faut rappeler que jeudi, c'est le jour du marché. Le jour du marché, voilà. Pour voir toutes ces filles-là qui viennent au marché et qui sortent de nos villages-là, mais qui ne partent pas à l'école. Et même quand bien même elles partent à l'école, dès que l'école part le temps. Donc, vous voyez, l'éducation est encore à revoir dans notre zone. Alors, avant de prendre cette rubrique, on va faire défiler des photos. On va prendre ce message. Bonsoir Info TV, félicitations à l'honorable, on n'appelle pas honorable, à la sénatrice avec qui j'ai travaillé dans le cadre du Conseil national de la jeunesse dans le maillot d'Anaï. Elle a une large maîtrise du tissu social de son département. Big up à elle et plein de succès pour cette mandature. Parfait, Mini Namo depuis Yaoundé. Alors, peut-être ce sont les jeunes avec lesquels vous travaillez d'habitude. Maintenant, nous allons prendre cette rubrique où on fait défiler quelques images de personnalités, de personnages qui peut-être ont marqué leur temps et qui continuent peut-être de marquer leur temps et qui peut-être vous concernent à travers, n'est-ce pas, vos activités et peut-être votre parcours. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la première image. Alors, monsieur Saliou Daïrou. Un ancien ministre, oui, effectivement. De la fonction publique. Tout à fait. Qui avait quand même des sorties assez... oui, natif de l'extrême nord. Oui, Diamari. Voilà. Un grand homme politique que j'ai rencontré dernièrement et qui m'a beaucoup encouragé pour cette élection-là. Voilà. Oui, voilà, Saliou Daïrou, qu'on connaît très bien déjà, même à l'extrême nord, et qui a justement ce caractère assez rébarbatif où, quelquefois, il s'exprime, il dit toujours ce qu'il pense. Effectivement. Voilà, il pense que la jeunesse peut faire le relais, et il le dit haut et fort, il est du RDPC, il pense que peut-être il faut faire la passe, le lendemain il dit autre chose. On le connaît, on l'accepte tel qu'il est, voilà, c'est quelqu'un qui a été très aimé et qui a beaucoup travaillé, œuvré aussi avec les jeunes dans le département du Diamari. Alors, nous reprendre une autre image avec le concours de la régie. Alors, nous avons Madame Silikam. Voilà, Madame Silikam, qui est l'honorable du maillot d'Anaï, qui est ma marraine, pour ceux qui ne le savent pas. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'elle a été là pour me tenir la main. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce que elle a toujours été là pour m'encourager et c'est mon mentor. Ah oui, on vous voit ému en regardant votre mentor. Alors, Madame Silikam, qui est là depuis plusieurs années, qui travaille avec les jeunes, qui est bien implantée, je veux dire, à l'extrême nord, qui aujourd'hui a beaucoup de suiveurs et puis beaucoup croient en elle car elle a aidé beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est une femme à féliciter et puis voilà, aujourd'hui vous la remerciez. Et nous tous déjà, d'ailleurs, on la remercie aussi. Alors, on va prendre une troisième image.
Ah, le ministre de la Jeunesse, Mounina Futsu. C'est lui qui aujourd'hui donne beaucoup d'espoir à la jeunesse par ses œuvres. Et nous le voyons partout dans le Cameroun. Et ses œuvres parlent d'elles-mêmes. Et la jeunesse est encouragée grâce à ce ministre. Et nous croyons que dans les années à venir, beaucoup de choses vont changer. Il faut le rappeler qu'il a implémenté un CMPJ même à Yagua. Les jeunes quand même apprécient déjà son action. Il est toujours en déplacement, il est toujours sur le terrain. C'est quand même un ministre assez actif dans les 10 régions du Cameroun avec tous les projets qui sont en cours, notamment le Yad Konek entre autres, le projet Réamos entre autres. Il y a beaucoup de jeunes, le réarmement moral et civique. Voilà, le ministre s'implique réellement et notamment à l'extrême nord. Alors nous allons prendre une autre image. Ah, c'est un hommage M. Litasso Makaini, l'ancien chef de Yagua. Très ému de revoir l'image de ce grand homme qui nous a quittés très tôt et qui aurait pu faire du maillot d'Anaï, qui aurait pu donner une image un peu plus rayonnante au maillot d'Anaï. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Et son souvenir est toujours là. Et nous nous référons à tout ce qu'il avait comme corbeille de sagesse. Et il est toujours vivant. Il est toujours là parmi nous, Monsieur Litasso Makaini, son Excellence Litasso Makaini. Alors, nous allons prendre une autre image. Dakole Deissa, la paix à son âme, qui décède le 9 août 2022, président du MDR, qui était précédemment aussi sénateur. Légendaire, paix à son âme. Voilà, alors nous allons prendre l'image suivante. Ah, le secrétaire général adjoint du RDPC, du comité central du RDPC, Grégoire Ovona, qui est du RDPC comme vous. Voilà, ce sont les ténors du parti. Qu'avez-vous comme regard face aux actions qu'il mène? Et puis il a des sorties quand même, c'est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, face aux sorties qu'il fait. Déjà sur les réseaux sociaux, c'est quand même un rassembleur aussi, il faut le rappeler. Je l'ai toujours vu au travers des médias et tout. Sa vivacité galvanise également ceux qui ne sont pas très engagés parce que il se donne à fond, à 100%. Pour faire vivre le parti RDPC. Oui, ça alors, se voit. Je salue cet homme. On vous voit très ému. C'est votre formation politique. Voilà, nous allons prendre une autre image. Alors, ça, c'est M. Jean Couté, qui est le secrétaire général du comité central du RDPC, qui est très connu déjà par ses actions. Certes, il fait des sorties rares, mais néanmoins qui sont quand même assez vues et puis appréciées. Parfois, quand on est silencieux, on fait plus de bruit. Et ce bruit-là qui se répand un peu partout. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que on a bien envie de le prendre comme référence. Ces hommes qui se sont donnés totalement au parti, ça nous donne également envie de les imiter. Voilà. D'accord. Ah, nous sommes en plein dans le RDPC, la formation politique de notre invitée, qui n'est autre que la sénatrice Angéline Dorothée Waidere, la sénateur du maillot d'Anaï. Alors, nous allons prendre une autre image. Alors, c'est Kalbassou Daniel qui est le président du conseil régional du Nord, de l'extrême Nord. Oui, de l'extrême Nord et qui doit faire bouger le développement dans l'extrême Nord. Oui. Il est bienvenu. Et vous savez, le sénateur doit travailler en collaboration. Oui, avec les collectivités territoriales décentralisées. Voilà, tout à fait. Voilà, on fera du chemin ensemble. Voilà, il faut rappeler aussi qu'il y a eu la semaine du Sahel Week. Vous avez participé à cette grande organisation On en était informé, mais participer, non. On l'a vu sur les médias. C'était un grand événement qui a rassemblé tous les acteurs de développement et on espère que les retombées seront grandes. Voilà. Alors, on va prendre la dernière image. Alors, Madame Haman Adama, oui, qui a été longtemps au Crédit Foncier, qui est aussi une grande militante du RDPC du côté du Garoua.
Oui, moi je l'ai connue beaucoup plus comme ministre de l'Éducation de base. Voilà, une grande dame. Fervente militante. Hein? Oui. Fervente militante du RDPC également. Nous, on les regardait et puis on les admirait. Voilà. Ben voilà, je crois que nous en sommes arrivés déjà au final. On va prendre quelques réactions encore. Bon vent, Madame la sénatrice. Nous osons croire qu'elle mènera ce combat pour la relance de la sèmerie pour que le maillot d'Anaï sorte de cette famine à répétition. C'est Hinakissia Germain de Gaoundéré. Alors on parle de la sèmerie, la gestion peut-être de la sèmerie. Je crois que ça ne relève pas de mes compétences. Mais néanmoins, vous pouvez... Ce que je fais le mieux, c'est peut-être de manger mon couscous de riz. Voilà, mais n'empêche que notre espoir est sur cette société-là qui est enracinée chez nous. Et c'est vrai, il y a peut-être des plaintes ça et là, des riziculteurs, mais je crois que le DG est à pied d'œuvre et les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Oui, le riz de la sèmerie qui est vendu déjà dans les grandes villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam un peu, et au ministère même du Commerce qui commercialise ce riz. Voilà, ça commence déjà à venir. On parle déjà du Made in Cameroun, consommation locale. Alors aujourd'hui, on parle du Code de la famille. Vous êtes là, vous parlez des femmes, des jeunes filles. Que pensez-vous des nouvelles réformes proposées pour le Code de la famille? Nous avons travaillé longtemps sur ce document. En fait, des plaidoyers pour que ce document puisse enfin... on espère aussi. Hein. Voilà, être adopté, mais ça tarde à venir. Mais on ne perd pas espoir. On ne perd pas espoir. Les choses vont tout doucement. Je crois que un jour... Un jour, hein. Vous ne continuez pas, c'est toujours dans le plaidoyer. Un jour. Le plaidoyer ne doit pas s'arrêter tant qu'on n'a pas de résultats. Et on va continuer donc dans ce plaidoyer-là pour que, enfin, finalement, oui, un jour... Cette nouvelle réforme du Code de la famille qui est très demandée déjà. Très demandée. Oui. Déterminant. Et à la limite. Et nous l'attendons toujours. Voilà, on attend toujours. Hein. Même la sénatrice ne comprend pas. Ça viendra. Alors, un message, bonsoir à Haramda de Garoua. Madame le sénateur, comment comptez-vous contribuer à l'insertion socio-professionnelle de la jeune fille extrascolaire dans le maillot d'Anaïa? La PEF est là, l'association est là. Nous envisageons avoir des structures d'accueil. Des structures d'accueil d'abord de ces filles en difficulté, parce qu'il nous manque cela dans le maillot d'Anaï. Imaginez une fille qui vient d'un arrondissement et qui se retrouve en difficulté dans un commissariat à la justice et n'importe où, et qu'il faut encadrer le temps de résoudre le problème, et on ne sait pas où la garder. Il y a ce besoin de structures d'accueil des personnes vulnérables dans le maillot d'Anaï. Il y a également qu'on doit multiplier des formations. On doit multiplier des formations pour prendre en charge ces filles entre guillemets en débandade. Elles ne savent pas à quel sein se vouer, des filles chassées de la maison par leurs parents, des filles avec des bébés en main abandonnés par les géniteurs, des filles qui aimeraient aller à l'école et qui n'en ont pas les moyens. Il faut penser à ces cadres-là d'accueil de ces filles-là pour leur permettre se réinsérer dans la société, d'avoir un revenu mensuel. Une chance de se refaire. Voilà, donc on y pense. Et comment vous faites pour travailler à la PEF? Vous trouvez des subventions comment? Comme je l'ai dit, nous avons des financements sporadiques comme ça, qui nous viennent des personnes de bonne volonté, qui nous viennent même des bailleurs avec des projets à court terme, à moyen terme. Mais en général, nous travaillons avec nos fonds propres, les cotisations des membres. Et on s'en sort avec des petites activités qu'on ne manque pas de mener sur le terrain. Nous sommes des personnes de terrain, même avec un franc, lorsqu'on a la volonté, on arrive. Est-ce qu'il vous arrive de faire des formations, fabrication de savon, la teinture, la vannerie, ça se passe comment? Est-ce que vous faites des formations? Des formations, il y a des structures qui viennent en faire, oui, à Yagua, notamment le ministère de la Jeunesse qui plusieurs fois a fait venir des organismes qui ont permis aux filles du maillot d'Anaï de bénéficier de beaucoup de formations dans ce domaine-là, en cosmétique et tout ça.
informatique, bref, une étendue de formation dont les jeunes filles de Mayo d'Anay ont déjà bénéficié grâce aux apports des individus et puis surtout du ministère de la Jeunesse. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des difficultés forcément rencontrées sur le terrain. Ce sont lesquelles? Des difficultés par rapport rencontrées sur le terrain. Que nous rencontrons sur Oui, le terrain. avec la PF, avec les familles, avec justement... Par rapport à la jeune fille? Oui. Oui, les difficultés sont là, surtout liées à la mentalité patriarcale qui refuse d'avancer. Vous savez, nous sommes dans un système-là très rigide où la fille n'a pas son mot à dire. En 2023? Oui, la fille n'a pas son mot à dire. Je vous prends un exemple très simple. Dernièrement, moi, je n'étais même pas en ville lorsqu'on m'appelle pour me dire que voilà, il y a une fille de 17 ans que le papa voudrait envoyer en mariage. Et c'est la mère de la fille qui m'appelle pour dire que la fille ne connaît même pas le prétendant. Et on la force à aller en mariage. Et le père a dit que ni elle, ni l'enfant, personne n'a rien à dire. Ça existe encore. Oh là là. C'est des cas que nous gérons tout le temps. Et quand c'est à ce niveau, qu'est-ce que vous faites sur l'instant? Ce que nous faisons, nous avons des procédures que nous suivons. Dans ce cas de figure, la meilleure chose à faire, c'est de rencontrer le père et de lui expliquer que ça ne se passe pas comme ça. Avec la sauvagerie, peut-être certains sont un peu violents. Est-ce qu'il n'y a pas des actes... Nous avons nos stratégies d'approche. Au bout de tout ça, généralement, on en sort gagnant. D'accord. On réussit toujours à sauver la fille. Le dialogue est là, la communication. Voilà. Oui, il faut être professionnel tout simplement. Voilà. Bon, c'est bien d'adhérer à la PEF. On espère quand même que justement les jeunes du Mayo d'Anay pourront se rapprocher de la PEF s'ils ont des petites difficultés. Et puis notamment aussi participer aux activités et aider aussi les jeunes filles, les jeunes femmes à pouvoir se réinsérer, à pouvoir trouver la voie de l'entrepreneuriat, la voie de la reconversion aussi. Peut-être ces femmes qui n'ont même pas fait l'école, de pouvoir se trouver un métier et de pouvoir être valorisées dans la société. Avec ça, nous avons la sénatrice et son association, la PEF, qui travaille de commun accord avec quelques administrations et quelques associations. Alors, on va prendre un autre message. Chère Madame la sénatrice, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre brillante élection au Sénat. Votre victoire témoigne de votre dévouement envers notre pays et votre engagement à servir notre nation de manière responsable et intègre, comme vous savez le faire. Je suis convaincu que votre expérience et vos compétences contribueront grandement à l'élaboration de politiques publiques justes et efficaces pour l'ensemble de nos concitoyens. Votre présence au Sénat est une grande opportunité pour faire entendre les préoccupations et les besoins de notre communauté. Encore une fois, félicitations pour cette victoire bien méritée. Cordialement, Boumzina Raina Amarwa. C'était quand même long et on vous dit merci. Merci à lui. Et voilà, c'était, il y a beaucoup de gens qui essayent de vous suivre justement. Voilà, aujourd'hui on parle justement de crimes passionnels à l'extrême nord. C'est vrai que Nadège tout à l'heure a évoqué justement cette problématique. Vous avez parlé peut-être de personnes un peu dérangées mentalement. C'est vrai aussi que c'est une tare dans la société car ça devient une répétition. Il faut réellement en parler parce que si on n'en parle pas, peut-être ça peut continuer et peut-être on ne pourra pas découvrir que sont les causes de ce mal-être qui sévit, n'est-ce pas, à l'extrême nord. Sans plus tarder, nous allons prendre un petit reportage et revenir à l'invité. En l'espace de seulement 12 jours, c'est 8 morts enregistrés au Cameroun pour ceux des cas connus relevant des crimes dits passionnels. Mentum Wambo, professeur de PCT en service au lycée bilingue de Mokolo, est froidement assassiné par son époux le 12 avril 2023 au cours d'une dispute conjugale. Après avoir égorgé son épouse, l'instituteur Mentum, par ailleurs directeur de l'école publique bilingue de Mboa, groupe 1, est évacué à l'hôpital de Maroua après avoir tenté de se suicider. Une scène similaire à celle de Nangue-Boko, où toute une famille est atrocement massacrée par un individu amant de la patronne des lieux. Et si les faits sont avérés, l'auteur de cet autre crime passionnel se serait donné la mort dans une cellule à Yaoundé. Des clichés horribles de plus et de trop qui ne trouvent d'explication qu'auprès des psychologues. On a des personnes qui grandissent dans un environnement familial qui n'est pas sain. Sain dans le sens, n'est pas sain dans le sens où ils sont eux-mêmes empreints de violence. Et on a des enfants qui grandissent dans ces environnements-là et on assiste généralement
à des apprentissages inconscients de violence. La violence, à un certain moment, se retrouve comme le mode de communication privilégié et parfois le seul qui est connu par l'enfant. Et il faut dire que cet enfant-là qui est enfant aujourd'hui sera l'adulte de demain. Et évidemment, une fois qu'il grandit, aura tendance à répondre aux sollicitations externes par de la violence. Avec des causes spécifiques. Les violences au sein d'un couple sont la plupart du temps dues à des problèmes communicationnels. Il faut aussi dire que dans l'éducation, on ne nous apprend pas comment vivre en couple. On a des personnes qui sont deux réalités, deux personnalités différentes, qui se retrouvent à devoir partager un quotidien. À un moment, il peut arriver qu'il y ait mésentente entre les deux. Il ressort de certaines études qu'il y a des facteurs clés qui peuvent entraîner ces violences-là, notamment des frustrations. On en parle tellement. Il faut dire que notre société est comme une usine à frustration, il faut le dire. Et pour désaviser, toutes ces attitudes ont des signes précurseurs. On a des manifestations physiques qui peuvent avoir. On a des maux de tête, on a des hautes de température qui vont revenir. Généralement, la première manifestation au niveau de l'humeur, c'est l'irritabilité. Chez certaines personnes, ça sera la dépression. J'ai parlé tout à l'heure de repli. On va se rendre compte que la personne s'isole, le conjoint s'isole. Il parle de moins en moins. Ce sont des signes qui annoncent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toutefois, il reste possible de barrer la voie aux violences conjugales. On a des enfants qui, en âge scolaire, présentent certains signes de troubles d'attachement qui, lorsqu'ils sont détectés à temps par des personnes qui sont formées pour cela, on peut éviter d'arriver à des extrêmes comme celle-là au niveau de l'âge adulte. Et comme le disent les sages, ces cas peuvent être évités si et seulement si chaque maillon de la société joue véritablement son rôle. Alors, on parle de violence, notamment de crimes passionnels qui sont, n'est-ce pas, répétés, n'est-ce pas, dans toutes les 10 régions, et notamment celles de l'extrême nord et du nord. Alors, que pensez-vous, n'est-ce pas, de ces affres de la société où on rencontre déjà des crimes et puis ça devient comme une habitude quelque part aussi? C'est triste de voir comment ces attitudes se répandent dans notre pays et de plus en plus, c'est déplorable. Comment expliquer ça? Tout à l'heure, nous avons suivi la psychologue. Mais malheureusement, nous n'avons pas la culture de psychologue ici en Afrique parce que pour détecter un déficit chez un enfant, il faut justement des personnes avisées, comme ces psychologues-là. Dans les écoles occidentales, ils ont des psychologues de la maternelle jusqu'en terminale, ce qui fait que les comportements sont contrôlés. Ici, nous, on vit comme on vit et on se déploie comme on se déploie et on arrive à ce genre de situation oui. Que nous décrions aujourd'hui. Donc, à qui la faute, je ne sais pas. Est-ce que c'est nous, les parents, qui n'éduquons pas bien nos enfants? Est-ce que nos autres parents n'avons pas assez reçu d'éducation même dans notre parcours scolaire pour pouvoir donner à nos enfants ce qu'il leur faut exactement? Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi la société est-elle malade à ce niveau? Pourquoi la société est-elle malade à ce niveau? Est-ce que c'est notre culture qui nous pousse à ça? Est-ce que notre culture n'est pas assez forte, n'est pas assez solide pour faire de nous des grands hommes et des grandes femmes capables de gérer le foyer, capables de gérer les enfants? Je ne sais pas, moi je me pose des questions. Ces cas, on les vit. Avez-vous une solution? Est-ce qu'il y a une solution palliative face à... La seule solution, c'est que chaque famille se prenne en main. Et que les conjoints mettent tout ce qu'il faut pour pouvoir être en paix à la maison, pouvoir se comprendre. Quand on dit dialogue, parfois, quand on dit c'est le dialogue qui instaure la paix à la maison, et parfois il n'y a pas besoin de dialogue parce qu'il y a d'autres paramètres qui imposent le silence. Vous voyez, moi je me dis, c'est toutes ces difficultés que nous vivons au quotidien qui nous poussent à de tels extras et qui nous conduisent à de tels crimes. Vous voyez, c'est compliqué à expliquer, mais moi je me dis que si les conjoints se comprennent mieux, on peut éviter ça.
D'accord. Alors, on va prendre une dernière réaction parce que le temps nous est imparti. Bonsoir le plateau. Mon message est un mot d'encouragement et de fierté. Pour la première fois, le maillot d'Anaï est vivant. Voir un élu du peuple sur le plateau télé était comme un péché. Le choix est vraiment rationnel et objectif. C'est un exemple à suivre. Kartouka au micro. Merci. Écoutez, on met en exergue les femmes qui se démarquent et puis les femmes qui apportent un plus, notamment avec la sénatrice qui vient du maillot d'Anaï. C'est une première aussi de la recevoir à notre émission. Alors, on va parler un peu, on parle souvent de corruption de ces derniers temps. Est-ce que l'extrême nord aussi est victime de la corruption? La corruption est répandue partout. Oui. C'est pas la panacée. Qu'est-ce que vous avez prévu peut-être aussi pour lutter contre ce fléau? Qu'est-ce que j'ai prévu pour lutter contre ce oui, fléau? bien sûr. C'est un fléau qui a déjà fait son temps et qui continue à faire son temps. Oui. Mais tout ce qu'on peut recommander aux gens, on peut exhorter, il faut juste exhorter tout le monde à être droit, à être avoir de la conscience, et éviter, parce que la corruption, c'est un fléau, vous l'avez dit, c'est mal. La société n'évolue pas parce que entrecoupée par ce phénomène de corruption. Hein, on peut dire que c'est le chômage, peut-être l'oisiveté, ou bien peut-être le manque de, je sais pas moi, trouver une activité qui génère un peu d'argent, ce qui amène peut-être certains à s'adonner à la corruption, peut-être aussi. La corruption n'a rien à voir avec la pauvreté ou quoi que ce soit. Encore que ce ne sont pas des pauvres qui corrompent, c'est ceux qui en ont qui corrompent et qui voudraient aller plus loin que là où ils se trouvent. Et de ce fait, ceux qui n'en ont vraiment pas sont délaissés et continuent à souffrir. Hein, ce sont ceux qui en ont qui corrompent. Ça, alors, voilà, c'est peut-être votre mot. Hein. Oui. Alors, on va parler de la PEF avant de sortir de cette émission. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans les prochains jours, les prochains mois? Par rapport à la PEF? Oui. La PEF continue à vivre. Et elle va continuer comme elle a commencé. Et vous avez besoin de subventions, de collaborations. Quels sont les nouveaux canevas de la PEF? Les canevas n'ont pas changé. Oui. C'est les circonstances qui nous amènent à prendre certaines mesures pour recanaliser les objectifs initiaux. Donc, la PEF va continuer à œuvrer en faveur de la jeune fille, en faveur des personnes vulnérables. Quand je parle des personnes, c'est les personnes vivant avec un handicap, les orphelins, les pauvres. Les enfants des parents démunis, des filles victimes de VBG, des violences basées sur le genre, et ainsi de suite. Nous allons continuer à les accompagner, nous allons continuer à les protéger. Ça ne va pas changer. D'accord. Alors, Madame la sénatrice, merci d'être passée. Avant de partir, on va vous faire un cadeau. Et ça, on sait que vous aimez la littérature aussi de temps à autre. C'est une distraction ou bien... On va vous offrir donc ces deux livres, Le jeu social, moral ou convenance. C'est édité aux éditions du Midi. C'est un livre de Mwakuku Rondo Ingambo. Je crois qu'il est équato-guinéen. Voilà, voilà. Et puis, on va vous offrir un autre livre. Voilà, Jean-Philippe Zogzan, Ruben Oumniobe, 1913-1958. On parle de son parcours, toujours aux éditions du Midi. On vous offre ce deuxième ouvrage. On espère qu'il vous plaira. Merci d'être passé. Mais avant de partir aussi, justement, on a cette tradition. C'est que vous venez du maillot d'Anaï, vous êtes Massa. On dit souvent à nos invités de dire quelques mots, de remercier, de parler un peu en sa langue. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs en langue Massa face à la caméra? Qu'est-ce que je peux leur dire? Non, Kevin, Nanui à la Nigi Musi, vous ne telena vigi, douano. Là, on gigi volo. Il y a aussi un qui a demandé en Foufoudé. Voilà, misani on fou, miandi ondo jodi ondo lara Info TV, ikanani ondo nana komindo ngeuta, to
Miovni Monfou. Ok. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite beaucoup de chance et puis on vous souhaite justement beaucoup de projets et puis que la PEF continue d'avancer et que les jeunes puissent s'abreuver, n'est-ce pas, de vos connaissances et justement de vos savoirs et de vos pratiques. Merci d'être passé chez nous à Info Télévision. On dit merci à tous les téléspectateurs d'avoir suivi Info Télévision. L'émission est rediffusée demain à 7h du matin. J'espère que ceux qui n'ont pas pu le suivre en direct ou bien qui n'étaient pas scotchés, à 7h du matin à Info TV, l'émission sera rediffusée. Passez un bon week-end. On dit merci à la supervision générale du Deneuven qui nous suit. On dit merci à toute l'équipe Ben Bass, à la diffusion et à la réalisation aussi. On dit merci à Janvier et merci aussi à Nadège Huguin qui était avec les questions des internautes. On se dit à vendredi prochain. Surtout portez-vous bien et puis on sera encore là avec de nouveaux invités, de nouvelles personnes, de nouveaux personnages et surtout soyez scotchés sur Info TV car l'info se trouve ici.